c'est Nadia Garbi qui est avec nous pour entamer cette émission, économiste chez Pictet Wealth Management à Genève. Bonjour et bienvenue Nadia. Merci beaucoup d'être avec nous. Il faut peut-être réfléchir à nouveau sur le scénario blackout pour l'Europe et pour la zone euro notamment. Alors un scénario extrême dans lequel on n'est pas totalement aujourd'hui, mais c'est vrai que les nouvelles des derniers jours montrent que des ruptures unilatérales d'approvisionnement de gaz de la Russie vers l'Europe sont possibles. La Pologne et la Bulgarie sont les deux pays effectivement qui subissent cette situation aujourd'hui. Les économistes ont évidemment réfléchi à ce scénario extrême. Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête si jamais ce scénario se matérialisait rapidement et généralement pour l'ensemble de l'Europe dans les prochains jours, les prochaines semaines, Nadia? Oui, alors c'est vrai que la décision russe est un durcissement de la position de Moscou et pour le moment, la Pologne et la Bulgarie reçoivent du gaz de leurs voisins. Donc à ce stade, l'impact macro est limité, mais clairement les problèmes d'approvisionnement et notamment sur le gaz sont une variable à surveiller de près. Elles élèvent la probabilité de récession et on sait que certains pays sont plus impactés que d'autres. On cite l'Allemagne, mais aussi l'Italie sont très dépendants du gaz russe. Et effectivement, un embargo total serait un game changer. Certaines banques centrales ont déjà fait quelques estimations. Et par exemple, pour l'Allemagne, un embargo total réduirait le PIB allemand de 5% d'après les estimations de la Bundesbank. Donc clairement, un élément à surveiller. À ce stade, pas de consensus chez les Européens sur un embargo total du gaz du côté européen, mais on l'a vu aussi que les décisions peuvent être prises du côté de Moscou de manière unilatérale. Oui, non seulement le consensus politique est encore à forger, mais je note également qu'il y a un gap, un écart entre la posture politique, celle d'Ursula von der Leyen, pour prendre le plus haut niveau de l'Union européenne aujourd'hui, et la réalité de terrain. Quand je note les communications de grands groupes énergétiques allemands ou italiens, Uniper ou Eni par exemple, pour les citer, donc des pays très dépendants du gaz russe, mais des pays qui sont aussi au cœur de l'Europe, on a le sentiment que techniquement, il y a peut-être un chemin de crête à trouver qui permettrait à la fois d'accepter les exigences, les nouveaux termes de l'échange exigés par Vladimir Poutine, tout en se conformant aux sanctions politiques votées par l'Union européenne. Est-ce que cette idée-là a un peu de crédit aujourd'hui, par exemple, Nadia ? Exactement. On voit très bien que les Européens ont besoin de temps pour réduire leur dépendance au gaz russe. Et on voit vraiment que sur le front de l'énergie, on a moins d'unité que sur d'autres décisions liées aux réfugiés, à la défense. Donc les Européens doivent trouver effectivement une marche à suivre. Alors ce qu'on voit, c'est qu'on dirait qu'il y a un consensus qui se forme sur un embargo sur le pétrole. Mais on sait aussi que réduire la dépendance sur le pétrole est beaucoup plus facile. Les Allemands ont annoncé qu'ils ont réduit les importations de pétrole de la Russie de 36% à 12% et seront totalement indépendants d'ici la fin de l'année. En revanche, si on regarde du côté du gaz, pour les Allemands, cela prendra jusqu'à 2024 au moins pour réduire totalement leur dépendance au gaz russe. Donc on voit vraiment qu'il y a une recherche aussi de gagner du temps pour essayer de réduire un maximum cette dépendance au gaz russe. Mais on voit clairement que de ce côté, les Européens sont plutôt divisés. Si on regarde la réalité macroéconomique telle qu'elle est aujourd'hui, on verra si on bascule dans ce scénario extrême du blackout ou pas. La réalité du jour, elle vient des chiffres d'inflation qui commencent à être publiés par les grands pays européens. On a eu l'inflation espagnole pour le mois d'avril, on aura tout à l'heure l'inflation de l'Allemagne, et puis des chiffres plus globaux qui seront publiés demain, notamment pour l'ensemble de la zone euro. Je regarde l'inflation espagnole, je vois que l'inflation headline, l'inflation globale en Espagne sur un an, est passée de quasiment 10% à 8% ou un peu plus de 8% sur le mois d'avril. C'est une décélération plus marquée que ce que les économistes attendaient, Nadia. Un chiffre ne fait pas le pic, j'imagine, mais est-ce que cette nouvelle-là va dans le sens de bonnes nouvelles, Nadia ? Non, alors c'est vrai, vous avez raison de le souligner. Effectivement, l'inflation espagnole décélère plus que prévu. On n'a pas encore le détail total, mais on sait que cette baisse est due essentiellement à l'électricité et le pétrole. En revanche, ce qui est important aussi de surveiller maintenant, je dirais, c'est l'inflation corps. On sait que du côté de l'inflation globale,
on peut avoir une légère baisse due essentiellement à des effets de base, mais aussi aux mesures prises par les différents gouvernements. En revanche, si on regarde par exemple le cas espagnol, l'inflation corps, elle se renforce assez fortement. On passe de 3-4% à 4% en avril. Donc c'est maintenant le corps, je dirais, qui va prendre de plus en plus d'importance. Alors sur la notion de pic, vous savez, on a souvent bougé le mois du pic. On s'approche effectivement du pic d'inflation en zone euro, mais je dirais que la variable à suivre va progressivement passer de l'inflation globale à l'inflation corps, où on attend un renforcement dû à des effets de second tour. Oui, c'est ça. Donc de ce point de vue-là, il faut attendre beaucoup d'inertie d'une certaine manière, Nadia, entre la baisse attendue prochaine de l'inflation globale et même peut-être d'ailleurs une poursuite de la hausse de l'inflation cœur dans un premier temps. Tout à fait, oui. Je pense que c'est vraiment ce que va surveiller aussi au fond la Banque centrale européenne, c'est cette inflation cœur et l'évolution des salaires aussi à moyen terme. Sur le front des marchés, alors la baisse de l'euro ou la hausse du dollar, on peut regarder les choses des deux manières. Nadia, évidemment, cette tendance-là n'est pas nouvelle, mais non seulement elle continue, mais elle prend de plus en plus d'ampleur. Elle s'est encore accélérée au cours des derniers jours. Sur la séance d'hier, on parle quand même de devises majeures. On voit une baisse de 1% de l'euro contre dollar. 1%, ça paraît pas beaucoup, mais quand même sur le marché des devises, pour des devises de ce poids-là, ce sont quand même des mouvements assez spectaculaires. Comment est-ce qu'on stoppe le crash de l'euro contre dollar, Nadia ? C'est une bonne question et on voit que de ce côté-là, c'est difficile pour la Banque centrale européenne de stopper la baisse de l'euro. On voit que la communication est devenue plus agressive du côté européen, mais on aura tout de même une divergence entre les deux politiques monétaires, même si la BCE commence à augmenter ses taux en juillet, par exemple. Elle ne sera jamais aussi agressive que la Réserve fédérale. Ensuite, vous avez aussi la conjoncture européenne qui est tout de même moins favorable que celle des États-Unis. Donc, c'est difficile, je dirais, du côté européen de contrer cette baisse de l'euro. Et il faudra plutôt avoir des mauvaises nouvelles, compter sur des mauvaises nouvelles du côté américain pour stopper un peu l'hémorragie. Ou de très très bonnes nouvelles du côté européen, mais on en parlait au début, c'est assez compliqué. Oui. Mais là, on est dans le domaine de l'espoir, oui, c'est ça, effectivement. Ouais. Exactement, oui. Bon, la BCE s'est exprimée, le prochain tour de Banque centrale, c'est pour la Réserve fédérale américaine la semaine prochaine, mais on avait la Riksbank de Suède, à la frontière de l'euro, qui s'exprimait ce matin, Nadia, et évidemment, il y a quand même une corrélation importante entre la couronne suédoise et l'euro de la zone euro. Est-ce qu'il faut faire une lecture croisée du message délivré par la Riksbank ce matin par rapport à ce qu'on peut attendre de la BCE sur le meeting de juin, par exemple? Oui, alors certains vous diront que les mouvements de la Riksbank sont un bon indicateur de ce que va faire la BCE, vu que ces deux banques centrales, en principe, communiquent. Maintenant, pour la BCE, le mois de juin va être crucial. C'est vrai qu'on va avoir les nouvelles prévisions d'inflation et de croissance. La séquence est tout de même claire. La BCE doit d'abord annoncer la fin du programme d'achat d'actifs avant de monter ses taux. Donc si par exemple elle l'annonce en juin, une hausse de taux en juillet paraît fortement probable. Alors est-ce qu'elle oserait monter les taux entre deux meetings? Ça s'est jamais fait, mais on est un peu dans des temps très particuliers. Donc il ne faut jamais dire jamais, mais je dirais qu'en tout cas de notre côté, pour l'instant notre scénario central, c'est une hausse de taux en septembre, avec potentiellement des risques en juillet si on a des surprises du côté de l'inflation. Merci beaucoup Nadia, merci pour votre éclairage macro du jour. Nadia Garbi qui était avec nous par téléphone depuis la Suisse, économiste chez Pictet Wealth Management.